est cofondateur de l'entreprise Midnight Train, qui est une entreprise qui avait pour objectif de développer des trains de nuit entre Paris et les grandes villes du sud de l'Europe, et qui va nous parler de son expérience et des handicaps qu'il a rencontrés pour ce projet. Merci beaucoup. Alors écoutez, moi c'est certainement ma dernière prise de parole dans le monde du ferroviaire, parce qu'on a annoncé il y a 2 semaines qu'on arrêtait Midnight Trains, qu'on arrêtait cette compagnie de train parce qu'on n'a pas réussi à la financer. Alors je vais revenir sur l'idée initiale, son positionnement et les objectifs que nous nous étions fixés, puis je vous déroulerai finalement ces 4 ans de travaux pour réussir à lancer notre première ligne et les difficultés qu'on a rencontrées. Tout a commencé pour nous, on n'est pas du ferroviaire, tout a commencé pour nous avec un constat assez simple. De plus en plus de gens qui cherchent des alternatives à l'aviation moyen courrier. Il faudrait être fou pour monter dans un avion sur des voyages domestiques. Il faudrait être extrêmement militant pour ne pas monter dans un avion pour aller à l'autre bout du monde. En revanche, sur des distances allant de 900 km jusqu'à 1500 km, il existe un vieux produit, vieux comme le monde, on en parle depuis tout à l'heure, c'est le train de nuit. Il a de magique qu'en prenant sur son temps de sommeil, on est capable d'aller loin, et on a toujours considéré le train de nuit non pas comme un moyen de transport inscrit dans l'univers du slow travel, mais on a considéré que c'était un moyen de transport proche de la téléportation. Je ferme les yeux à Paris, je me réveille à Venise, et finalement j'ai gagné mon temps. Et on verra peut-être qu'on peut aussi gagner de l'argent, ou en tout cas avoir une économie flat à la fin du voyage. Néanmoins, le train de nuit a été un produit exceptionnel à la fin du 19e, début du 20e. Et de décennie en décennie, c'est un produit qui s'est dégradé pour devenir un produit dégueulasse qu'on a arrêté dans les années 80. Et par magie, comme par magie, on a ressorti il y a quelques mois, quelques années. Mais c'est le même produit dégueulasse que celui qu'on a arrêté, qu'on a ressorti des placards. Et on a demandé aux mêmes personnes à qui on avait demandé de les arrêter, de les remettre sur les rails. Ce qui est terriblement désagréable. Parce que quand vous avez dans votre carrière fermé quelque chose, on demande exactement à la même personne en disant « Ah, on s'est tous trompés, en fait, on va te demander à toi de le refaire. » Culturellement, il y a un fondement. Il fallait peut-être trouver quelqu'un d'autre pour le faire, une autre personne qui aurait été heureuse de le faire. Et je pense à une personne bien précise chez SNCF. Et c'est dommage, parce que, et on a donné exemple avec Christian derrière, il y a des passionnés chez Intercité, des gens qui font rouler des trains en ce moment à la SNCF, qui ont vraiment envie de le faire, mais qui ne le font pas en se bouchant le nez. Et pour ça, il faut avoir des patrons qui ne le font pas non plus en se bouchant le nez. Ça, c'est le point de départ, parce que j'ai pas envie de monter dans ce train-là, j'ai pas envie de partager ma couchette avec 5 inconnus, 3 inconnus, j'ai envie d'avoir un truc à bouffer pour moi un coup, j'ai envie d'avoir un bon petit déjeuner. En fait, j'ai envie que le train de nuit soit un produit de qualité. Et ça a été le point de départ pour nous en se disant on veut que ce produit-là redevienne un produit désirable en fait. Et pas est-ce que peut-être j'ai envie de prendre le train, parce qu'on est quand même tous en train de se dire ça. Comment faire pour que ce soit acceptable de prendre un train de nuit? C'est ça les discussions que j'ai tout à l'heure. La question, un produit, c'est pas est-ce qu'il est acceptable? On parlait de marketing tout à l'heure. Est-ce qu'elle est acceptable cette bagnole? Est-ce que c'est acceptable que je conduise dans cette bagnole? Est-ce que c'est acceptable que je prenne ce smartphone? Non, j'achète une bagnole parce qu'elle est désirable, j'achète un smartphone parce qu'il est désirable, j'achète des pompes parce qu'ils sont désirables, parce qu'elles sont désirables. Et le train de nuit, c'est un bien de consommation comme les autres, qui doit être désirable. Donc ça, c'est le point de départ de Midnight, en partant du principe qu'il fallait qu'il y ait que des couchages privatifs. Ça, c'est le premier point. Il fallait qu'on puisse avoir sa bulle sociale, on a parlé du Covid, mais finalement sa bulle intime, qu'on soit une femme, mais qu'on soit un homme aussi, et que c'était finalement le point non négociable de cette invention du train de nuit. Qui dit couchage privatif et bulle sociale préservée dit aussi finalement literie de qualité, quoi. Il y a pas, j'ai pas à dormir sur une planche en bois quand je voyage en train de nuit. Quand je vais dans un hôtel, j'ai un lit confortable, mon lit est fait quand j'arrive. On parle d'hospitalité là, donc je rentre dans un train de nuit, mon lit est fait, le lit est de qualité, et en plus d'avoir une bonne insonorisation, de la privatisation, j'ai un lit de qualité. Bon. L'intimité est au cœur du truc. Elle est au cœur de l'histoire du train de nuit. George Nagelmakers, il monte la compagnie des wagons-lits parce qu'il y a Pullman aux États-Unis qui a déjà inventé le train de nuit, mais sauf que c'est une bétaillère et qu'on dort tous les uns sur les autres. Il dit mais les femmes, elles ne voyageront jamais là-dedans. Donc si je veux faire des trains de nuit de qualité en Europe, je vais remettre
de l'intimité. On fait le même constat. On rajoute à ça une offre de restauration avec une vraie voiture commune, avec un vrai restaurant, et en considérant que c'est le seul train qui nous permet d'avoir 2 repas à bord. Donc c'est pas un sujet qui est à prendre avec des pincettes, enfin c'est un sujet qui est à prendre avec des pincettes. Il faut être sérieux sur ce sujet-là, et on a voulu faire la meilleure offre de restauration potentiellement dans un moyen de transport, parce qu'on bouffe aussi hyper mal dans les avions, c'est pas que une histoire ferroviaire, parce que la logistique est complexe pour faire de la bouffe dans un train ou dans un avion. Donc de l'intimité, de la convivialité, et on rajoute à ça une expérience digitale de qualité, parce que ce soit chez SNCF, que ce soit chez OBB, alors qu'OBB le fait avec passion, notre ami, mais c'est l'ex-URSS du web d'acheter un billet de train sur ces compagnies-là. Pour une raison très simple, c'est qu'on tout le monde utilise les deux mêmes outils d'inventaire qui ont été conçus pour des trains de jour. Donc des outils d'inventaire avec la case seconde, la case première, la case sandwich, mais il n'y a pas la case lit simple, lit double, lit A4, lit A4 en famille. Donc votre inventaire train de nuit ne rentre pas dans le logiciel d'inventaire train de jour. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de boulot là-dessus, c'est-à-dire qu'il faut faire accepter à l'un de ces acteurs de modifier son architecture. Et puis, une fois qu'on a un inventaire qu'on peut vendre et qui reflète la qualité du service, après c'est la bonne gestion des aléas. Parce qu'on l'a vu là, c'est mauvais en mer, des opérations ferroviaires de nuit. Et donc il va y avoir du retard. Et il faut savoir gérer ces aléas et dans les meilleures conditions possibles. Et donc rembourser avant même de sortir du train, avoir des choses qui ressemblent finalement au voyage de dernier kilomètre comme les Uber, les VTC, etc. Donc un produit de qualité, l'intimité, la convivialité, le digital, à un prix compétitif. On ne fait pas la compétition face au prix d'un billet d'avion, il est tout plus bas de son histoire. On n'a aucune envie de continuer à être drivé par le prix, on accepte d'être plus cher. Il faut accepter d'être plus cher. Ça a été dit, le train de nuit, c'est le produit qui a le prix de revient le plus haut. C'est bien plus haut que l'avion, bien plus haut que le train de jour. Donc si on continue à se dire que ce produit doit être pas cher, les négociations ne marchent pas, c'est pas possible. Donc en cherchant un produit désirable, on est capable d'accepter que le prix est plus élevé. Mais le prix est plus élevé, et finalement ça amortit très vite, parce que voyage en avion, c'est pas le prix d'un billet d'avion, c'est le prix d'un voyage en avion avec toutes les obsèques. Maintenant, on vous fait payer votre fauteuil, on vous fait payer le bagage cabine, vous avez, si vous prenez l'avion de 6h du matin, vous n'avez pas de transport en commun, vous prenez un taxi, vous arrivez à destination, vous avez les transports en commun qui s'ajoutent à votre taxi, à vos obsèques de l'aviation, au prix du billet d'avion, et si vous prenez le vol de 18h, vous avez une chambre d'hôtel. C'est pas 50 euros, EasyJet c'est 90 euros, le prix moyen. Donc 90 plus tous les coûts que j'ai additionnés là, vous inquiétez pas qu'on peut vendre un billet au prix moyen à 150 et avoir une économie qui fonctionne. Donc un prix compétitif sans raconter n'importe quoi. Et de la fréquence, comme disait Fabrice, on ne peut pas avoir un train qui part un jour sur deux, parce que le jour où je dois prendre mon avion, je dois prendre mon avion. Et donc si on me remet les fesses dans cet avion, je n'en redescendrai pas. Parce que c'est dur de changer ses habitudes. Donc ça, cette fréquence, elle est clé. Et l'ambition d'un network. Parce qu'une des grandes difficultés pour vous à l'époque, c'est d'avoir qu'un seul train de nuit. Et on sait que c'est quand même, il faut du volume. Nous, notre compagnie, elle était rentable selon nos business plans, qui étaient forcément avec plein d'erreurs. Mais elle était rentable à 3 lignes. 3 lignes pour digérer les coûts de structure. Chaque ligne était rentable en silo. Mais mon headquarter était rentable à 3 lignes. Donc il faut déployer. Donc ça, c'était pour notre modèle, nos croyances, etc., qui ont été très peu partagées. Elles ont été partagées par le grand public. On a une communauté de 40 000 personnes qui nous lisaient tous les vendredis. On a à peu près 60 000 personnes sur les réseaux sociaux. Quand on a annoncé notre arrêt, on a reçu 3, 4 000, 5 000 messages de gens tristes de cette fin. Nous avions toutes les agences de voyage. Nous avions tous les GIE bancaires vendant des billets d'avion et ne vendant pas suffisamment de train. Nous avions des groupes hôteliers avec nous voulant faire un transfert modal en utilisant un produit comme le nôtre. Donc on avait le client final, on avait tous les revendeurs, et on n'a pas réussi à financer notre entreprise avec les intermédiaires que sont les fonds d'investissement. Pour une raison très simple, c'est que les fonds d'investissement, c'est ceux que je connaissais dans mon ancienne vie, qui sont les capital riskers, les ventures, qui appartiennent au monde de private, de la
outils, n'investissent pas dans des sujets où on a des actifs aussi importants en opération. Et c'est dommage parce qu'ils sont des super fonds d'investissement pour accompagner les premiers kilomètres d'une entreprise. Les fonds d'infrastructure n'investissent pas dans des entreprises aussi jeunes que la mienne. Mais, in fine, et on l'a vu ces derniers jours, tous ces gens sont capables de venir financer le ferroviaire, mais aucun d'eux n'a envie de financer le train de nuit. Et pour reprendre, et je finirai là-dessus parce que je trouve que c'est un très bon résumé, malheureusement, je vais reprendre les mots du patron d'Antin, qui est le fonds d'infrastructure qui vient de financer Proxima, en tout cas qui a annoncé avoir financé Proxima, parce que ce n'est pas des contrats définitifs, sinon Alstom les aurait annoncés, et Alstom ne les annonce pas parce que tant qu'ils ne sont pas définitifs, ils peuvent être retoqués pour une mauvaise annonce, puisqu'ils sont en bourse. Donc ce n'est pas fait. Mais profitant de ces annonces, Alain Rochard nous a traités de poètes. Alors moi je n'ai rien contre les poètes. Dans un autre contexte, j'aurais pris ça pour un compliment, mais je pense pas que de sa bouche c'est un compliment. Et je pense qu'il nous a tous traités de poètes, tous ensemble, parce que tout ce qu'on nous a raconté depuis tout à l'heure, c'est en effet de la poésie. Et j'aurais peut-être dû venir il y a 4 ans, peut-être que je ne me serais pas lancé dans cette aventure, ou en tout cas, peut-être que là, comme j'ai un coup derrière la tête, j'écoute tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure d'une autre manière, mais ça me semble presque impossible de faire du train de nuit de qualité aujourd'hui, à notre époque. Et c'est bien dommage parce qu'on en a besoin. Et donc on en revient à un vrai sujet qui est politique, parce que c'est ok, on n'a pas réussi à convaincre les fonds d'investissement, mais on n'a pas réussi à convaincre non plus le gouvernement ni la Commission européenne de nous trouver la bonne poche au bon endroit pour venir garantir ce matériel et faire qu'un fonds d'investissement rentre et prenne son risque. Et je peux vous dire qu'on s'est pourtant battu pour réussir à se faire écouter. Et je finirai une deuxième fois, je suis bavard, sur une dernière petite anecdote et qui montrera que tout le monde nous prend pour des poètes. Comment rencontrer le ministre des Transports quand vous êtes un acteur du ferroviaire, jeune, qui a juste besoin d'une seule chose, c'est qu'on ouvre une petite enveloppe à la BPI, à la CDC, que sais-je, une petite enveloppe de 20 millions d'euros, venant faire garantie sur 85 millions, qui est en l'acquisition de 2 premières rames. Première étape qui nous permettait de montrer qu'il y a un modèle économique et ensuite de pouvoir avoir des fonds d'investissement derrière nous. Donc le levier n'est pas énorme au regard de tous les leviers qu'on a sur le monde des startups et le monde duquel je viens. 1 an pour avoir un rendez-vous. Premièrement, je suis passé par un cabinet. Sérieux, je suis passé par quelqu'un des partis qui connaissait bien le ministre, qui connaissait bien son cabinet, qui me fait une mise en relation, parce que j'ai pas juste écrit à la boîte mail contact. Premier mail, pas de réponse. Deuxième mail, pas de réponse. Je dis merde. Alors je vais faire passer par d'autres réseaux que j'ai. Bon, alors on va passer par un ancien secrétaire général de l'Élysée, connu pour être un faiseur de roi. Il a dû participer à la carrière de ce ministre. Pas de réponse. On est passé par un député, on est passé par une députée, puis un 3e député. Pas de réponse. Pendant ce temps-là, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui est du côté de la DGITM et qui devrait nous être favorable et nous permettre d'avoir ces garanties. Donc il y avait même un outil qui pouvait peut-être nous sauver la vie. Pas de rendez-vous. Évidemment, on est vexé. Moi, je viens du financement participatif. Quand j'ai monté mes premières plateformes, c'était illégal. Il y a eu le soutien de Fleur Pellerin, de Montebourg, de Macron. On est dans un cadre où maintenant vous avez sur notre fiche d'imposition, est-ce que vous avez investi l'argent dans le financement participatif? Et je sais quand ils veulent faire les choses, ils se bougent. C'est facile. 1 an pour un rendez-vous. Vous savez comment j'ai eu ce rendez-vous finalement? Le 26 août dernier. Je l'ai eu grâce à un grand patron de la SNCF qui a été choqué que je n'arrive pas à mes fins, qui a pris son téléphone et en 2 heures on a obtenu un rendez-vous avec le ministre. C'est qui le patron? Merci beaucoup pour ce témoignage. Moi j'aime bien les poètes, donc il faut rester poète. Sinon on avance.